Bonjour, moi je suis Thomas Survina, je travaille également à Saint-Antoine. Et donc l'introduction a parfaitement été faite par le docteur Lavie-Legrand. Et je vais vous parler donc d'un travail où on a vu un retard au contrôle de l'inflammation après traitement par tocilizumab chez des patients qui étaient donc en réanimation pour une pneumonie à SARS-CoV-2. Donc le rationnel, c'est celui que vient de vous exposer entre autres le docteur Lavie-Legrand avec cette cinétique donc d'IL6 à la fois corrélée à l'aggravation clinique que l'on connaît bien avec les admissions entre J8 et J20, avec un taux d'IL6 corrélé à la gravité à l'admission et également prédictive de l'aggravation secondaire. Donc dans ce contexte-là, vous savez qu'il y a eu un certain nombre, ici 11 essais randomisés qui ont évalué le tocilizumab dans les pneumonies à SARS-CoV-2, avec des résultats discordants, même si les deux derniers, qui sont les plus grands en termes d'effectifs, ont tous les deux retrouvé un bénéfice de mortalité. Et donc on regarde entre autres pourquoi il pourrait y avoir ces résultats discordants. Il y a beaucoup de différences méthodologiques, et entre autres deux ici que je souligne. La première, c'est qu'il y avait une utilisation très variable, essentiellement pas d'utilisation des biomarqueurs pour des critères d'inclusion dans ces essais, hormis Recovery qui prenait la CRP à 75. Et puis l'administration d'une deuxième dose de tocilizumab, elle était autorisée dans la plupart des études avec des critères très différents. Et dans la plupart des cas, c'était environ 30% des patients qui le recevaient. Donc nous, ce qu'on a voulu regarder pour essayer de mieux comprendre comment on pourrait mieux cibler les patients à même de bénéficier de ces traitements, c'est qu'est-ce que ça fait le tocilizumab sur le plan immunologique à ces patients de réanimation. Donc on a pris une cohorte rétrospective multicentrique, donc initialement celle présentée par le docteur Lavie-Legrand, avec des patients admis en réanimation pour pneumonie à SARS-CoV-2, et on a apparié des patients qui avaient reçu du tocilizumab avant de venir en réanimation, juste avant, à des patients non traités de cette première cohorte. On avait donc des paramètres inflammatoires dont l'IL6, la CRP et le fibrinogène à J1, J3, J7. Et le critère qu'on a utilisé était la survie à J60. Donc ça, c'est le diagramme de flux sur les 150 patients qui avaient été admis dans les 3 réanimations parisiennes pour une infection à SARS-CoV-2. 130 avaient eu au moins un dosage de cytokine. Et là-dessus, on en a pris 21 qui avaient reçu un anti-IL6 récepteur. On les a matchés en 2 pour 1 sur le genre LSAPS2 à 42 patients qui n'avaient pas été traités. Donc les caractéristiques des patients sont assez classiques du Covid. Comme vous l'avez vu, c'est des gens d'une 60aine d'années, essentiellement des hommes, obèses et diabétiques. Il n'y avait pas de différence majeure entre les deux groupes, en tout cas pas significative. Ils arrivaient tous entre J8 et J10 avec des monodéfaillances respiratoires assez sévères, puisque 80% étaient ventilés, avec des rapports PaO2 sur FiO2 autour de 130-140. Donc d'abord, on a juste regardé la cinétique des marqueurs inflammatoires entre les gens qui recevaient de l'IL6 et ceux qui n'en recevaient pas. Et donc de façon maintenant confirmée dans les essais prospectifs, l'IL6 monte quand on met un anti-IL6 récepteur, et ça c'est durable sur une semaine. T1 c'est juste à l'admission en réanimation, donc juste après l'administration de l'anti-IL6, et T3 c'est 7 jours plus tard. Sur les voies d'aval de l'IL6, la CRP et le fibrinogène, assez logiquement la CRP baisse, et le fibrinogène baisse. Et ça également de façon durable. Maintenant, le cœur du travail, c'était surtout de voir chez les patients traités comment ça allait se comporter en fonction de la survie et de l'outcome. Donc ici, vous avez ce qui se passe pour la CRP. À gauche, en blanc, vous avez les patients qui ont survécu, et en noir, ceux qui sont décédés. La première chose qu'on voit, c'est que globalement, la cinétique est la même. La CRP va baisser quand on reçoit du tocilizumab. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette baisse, elle est beaucoup plus rapide dès l'admission en réanimation, donc en médiane 3 jours après l'administration de tocilizumab. La CRP est significativement plus basse, et ça va persister dans le temps, alors que quand les patients ne vont pas survivre, on commence à voir cette différence qu'à partir de 3 jours après l'admission en réanimation. Donc il y a un élément cinétique important. On retrouvait la même chose pour le fibrinogène, à nouveau une tendance globale post-administration de tocilizumab à une baisse du fibrinogène, mais une diminution plus marquée et surtout plus rapide chez les patients qui allaient survivre. Ici, elle était significative dès le 3e jour en réanimation, alors qu'elle ne devenait jamais significative, même si on se doute que ça allait finir par l'être, chez les patients qui décédaient. Et enfin, on a regardé l'interleukine 6 avec le problème qu'on n'avait pas le marqueur pré-traitement. Néanmoins, on voyait qu'il y avait une tendance à ce que l'interleukine 6 reste plus élevée chez les patients, et il semble que ça soit confirmé dans d'autres essais. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que l'inflammation qui est donc liée à cette pneumonie à SARS-CoV-2 caractérisée par une augmentation de l'IL6, de la CRP et du fibrinogène avec un pic J10, J20, elle est modulée par le tocilizumab avec une augmentation de l'IL6 circulante, une diminution de la CRP et du fibrinogène,
mais que tout ça survient dès J3 chez les patients qui vont survivre une fois admis en réanimation, alors que c'est un phénomène retardé plutôt vers J7 chez les non-survivants. Et donc les perspectives que ça ouvre, c'est éventuellement de discuter des populations ciblées. Est-ce qu'il faut par exemple le faire que à des gens qui ont des CRP élevés? Le timing d'administration, probablement le faire avant le pic, comme en discutait le docteur Lavie-Legrand, entre J10 et J20. La dose peut-être, est-ce qu'il faut une dose suffisante pour obtenir les modifications rapides de ces marqueurs inflammatoires? Et bien sûr, la réinjection, est-ce qu'on doit utiliser ces biomarqueurs pour la guider? Moi, je vous remercie de votre attention.